Je vous remercie d'être présent aujourd'hui à ce midi conférence organisée par le Cercle, l'axe biosécurité du Cercle. Donc, pour ceux qui sont un petit peu moins familiers, le Cercle, c'est le centre d'expertise et de recherche clinique en santé et bien-être animal de la faculté de médecine vétérinaire. Donc, c'est un centre qui a pour mission de supporter, développer, coordonner les actions de recherche, les actions de transmission d'informations à l'interne, mais aussi avec des partenaires externes. Et puis, en fait, les domaines d'expertise, hop, ouais. Les différents domaines d'expertise du cercle sont divisés en 5 axes, dont l'axe de biosécurité. Donc, le bien-être animal, antibiogouvernance, mégadonnées, intelligence artificielle, recherche appliquée et translationnelle. Donc, aujourd'hui, on est dans le domaine de la biosécurité. On est content de pouvoir accueillir Dr Jeffrey Trucchetti qui a accepté très gentiment de pouvoir se lancer dans l'aventure. On espère que c'est la première conférence d'une série pour pouvoir couvrir en fait un petit peu ce que sont les enjeux concrets de biosécurité qu'un médecin vétérinaire peut rencontrer en pratique. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le secteur des animaux de compagnie. Puis, on espère pouvoir aborder d'autres secteurs d'activité. Donc, certains d'entre vous connaissent bien Dr Jeffrey Trucchetti, d'autres peut-être moins. Donc, je vais juste vous donner quelques petites informations. Dr Trucchetti est diplômé depuis 2009 de l'École nationale française de Maisons-Alfort. Il a complété une maîtrise en sciences cliniques et un diplôme d'études spécialisées, donc une résidence en anesthésiologie en 2013, ici à la faculté de médecine vétérinaire. Il est donc diplômé du Collège américain d'anesthésie et d'analgésie vétérinaire. Il occupe actuellement le poste de directeur médical régional pour l'ensemble des hôpitaux du groupe Vetenou. Il pratique aussi comme médecin spécialiste en anesthésiologie et en analgésie au Centre vétérinaire Rive-Sud, au Centre vétérinaire Laval et à l'hôpital vétérinaire Centre-Ville de Montréal. Et il a pris le temps de venir nous voir. Le docteur Jeffrey Trucchetti est donc passionné par l'enseignement, le travail d'équipe et la gestion du risque. Donc, ça faisait vraiment de lui la personne toute désignée pour nous parler des enjeux de biosécurité en pratique des animaux de compagnie. Merci à vous. Bonne conférence. Bonjour à tous. Je vais descendre parce que vous êtes tous au fond. Fait que... Il y a des choses qui changent et des choses qui ne changent pas quand même. Je me rappelle avoir été là il y a quelques années. Quelques années. Merci à tous d'être là. On m'avait dit 4e, 5e. Je vois qu'il n'y a pas juste des 4e et des 5e dans la salle. Il y a quelques-uns ça fait quelques années qu'ils ont été en 4e et en 5e. Mais c'est parfait. Parce qu'en fait, à un moment, je parle de ressources dans le. Puis, vous en faites partie, fait que vous allez vous sentir concerné là-dedans. Fait que ça, on va parler de biosécurité en pratique des animaux de compagnie. C'est sûr, biosécurité, il y a toujours un lien avec toutes les sphères de la médecine vétérinaire ou de même de One Health, là, parce que ça touche les humains, mais ça touche aussi quand il y a une grippe aviaire, on a surtout des questions, même si on pratique dans les animaux de compagnie, puis parfois il y a des choses de bovins qui nous affectent, en tout cas, bref. C'est un peu de ça dont on va parler, là. Je suis directeur médical régional pour Vetenou. Fait que je me retrouve avec toutes des questions quand ça tombe dans la zone grise, qui n'est pas claire, ça tombe sur mon bureau. C'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est un petit peu ça que je vais vous parler parce que les choses qui sont vraiment très, très claires en termes de biosécurité, les choses qu'on connaît depuis longtemps, qui sont faciles à adresser, ça, vous allez les avoir. Vous allez les avoir dans les cours, vous allez les avoir dans n'importe quel grands médias sociaux de médecine vétérinaire, que ce soit des VIN, Plums Pro et autres là, qu'on a. C'est facile à trouver. Ce qui est intéressant, c'est comment on réfléchit aux zones grises. C'est vrai, mais il y a autre chose qui a à apprendre là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de choses en biosécurité qui arrivent. Je vais vous donner un exemple dont je parle très peu. Quand Covid est arrivé, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il y a des petits défis de biosécurité à adresser, dans le sens qu'on ne connaissait pas la maladie, on ne savait pas comment ça se transmettait exactement, on ne savait pas c'est quoi l'impact sur nos animaux, ni sur nos clients, ni sur nous-mêmes, sur notre staff. Il a fallu faire des protocoles dans le gris, dans le noir, dans le néant, on ne savait pas trop où on s'en allait, mais c'est ça. Puis c'est ça la médecine, ça évolue. Fait que comment on est prêt à gérer ces crises-là et comment on essaye de les prévenir avant que ce soit une crise. Le Covid, on n'a pas réussi à le prévenir, là. Mais c'est ça. Pourquoi un anesthésiste vous parle de biosécurité? Généralement, l'infectiologie, c'est pas notre domaine. Quand je suis rentré en anesthésie, j'étais content de toutes les bugs, là, qui ne soient plus dans ma cour, hein, tout ce qui était bactéries, virus, fungus et autres. Ça n'a jamais été comme ma chose, mais
Mais au final, c'est ça. Mon parcours m'a amené là. Fait que j'ai commencé à la faculté comme maîtrise, résident. Fait que c'est sûr que là, à ce moment-là, pas tant en biosécurité, mais quand même, on se retrouve tout le temps à gérer des patients en anesthésie qui ont besoin d'aller sous anesthésie, mais qui ont une maladie contagieuse quelconque, que ce soit dermato, par exemple, parce qu'ils sont devant, je vais me permettre de les nommer, mais ça peut être en médecine interne, ça peut être même des plaies avec des bactéries multirésistantes en chirurgie, ce genre de choses. Après ça, j'ai développé mon côté consultant en anesthésie. Donc, en sortant de la faculté, j'ai lancé ma business de consultant en anesthésie. Et encore une fois, si on parle d'anesthésie, d'analgésie, mais encore une fois, les cas de maladies contagieuses, comment on les gère, c'est des choses qu'il faut avoir à gérer en tant que praticien. J'ai ensuite été à l'Université de Queensland en Australie. Fait que pour ceux qui s'intéressent, c'est à Brisbane en Australie, donc un endroit où il fait relativement chaud. En fait, relativement, il fait très chaud en hiver et encore pire en été. Là, c'est tout un défi de réapprendre les maladies qui peuvent avoir un impact sur nous, sur nos animaux, comment elles se transmettent. Il y a tout un tas de choses qu'on apprend sur les maladies exotiques. Puis, c'est quand même intéressant à savoir. Au final, ça fait peur, mais bon. Mais on se réhabitue, puis on apprend. Enfin, je suis allé à VTNU. Puis ça, maintenant, j'ai toutes ces questions-là qui arrivent. Et au final, on se développe quand même un intérêt pour ça. C'est quand même intéressant. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ça. C'est des cas. Le premier cas est un cas assez standard, là, mais les autres cas, c'est des cas qui vont arriver pour vous, pour les étudiants, mais pour les profs, vous avez peut-être entendu déjà parler, mais qui sont plus récents en termes de défis de biosécurité. Fait on va définir c'est quoi la biosécurité parce que c'est pas si bien défini, on va être honnête. On va avoir des exemples de cas. Fait que des cas qui vont affecter comment on gère pour les patients, comment on gère pour le public, ou en fait les humains, on va dire, parce qu'il y a beaucoup de défis de biosécurité qui affectent comment on gère nos patients par rapport à l'impact sur les humains, et comment on éduque notre public. Il y a des choses qu'on essaie de prévenir à la base avant que ce soit vraiment un problème de biosécurité, que l'animal soit malade ou que des humains soient malades. Si on peut agir en amont, c'est mieux. Et puis, je voulais voir à la fin, c'est quoi nos ressources comme vétérinaires. Parce qu'en tant que futur praticien ou pour les gens qui enseignent aux futurs praticiens, je pense que c'est intéressant de partir avec un bagage. Parce que l'expérience me montre que souvent, quand on arrive comme jeune étudiant, nos réflexes, c'est d'aller voir dans nos notes de cours. Puis rapidement, elles sont plus à jour parce que les connaissances évoluent, parce qu'il n'y aura rien marqué à propos dans mes notes de cours de qu'est-ce qu'on fait avec un patient qui a été affecté, dont les propriétaires ont été affectés par Covid. Ça n'existait pas à l'époque. Mais c'est ça. Fait qu'il y a des choses comme ça qu'il faut savoir faire. Puis, je voulais aussi dire, ça c'était la thématique du congrès de l'ordre cette fin de semaine. Je ne sais pas si vous y êtes allé, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais je ne suis pas là pour vous enseigner, pour dire exactement quoi faire, mais plus comment réfléchir. Puis pour les jeunes générations, ça c'est super important, je pense. C'est pour ça que j'en parle là, je l'ai mis, je me suis permis d'ajouter ça, là, parce que souvent on a peur que les groupes externes, que ce soit les big pharma, les corporates de ce monde, ou même nos autres collègues nous disent exactement quoi faire et qu'on perd notre indépendance en tant que vétérinaire. Puis c'est précieux cette indépendance-là. Fait que là, ce que je vais vous montrer, c'est comment réfléchir. Puis c'est à vous après de l'appliquer avec un jugement critique sur comment vous l'appliquez à vos patients qui sont individuels, vos patients, vos clients qui sont individuels. Fait que c'était ça mon message. Fait que définition de biosécurité. Je ne sais pas si vous avez déjà tapé définition biosécurité sur un browser quelconque Internet. Là, il y en a beaucoup. Elles ne se ressemblent pas toutes. Il y en a qui s'appliquent, il y en a qui ne s'appliquent pas. J'en ai sorti 2, juste par principe. Puis je les ai pris de l'anglais que j'ai traduite parce que les définitions en français étaient vraiment moins bonnes. En tout cas, ou ça n'appliquait pas à ma vision de qu'est-ce que la biosécurité. Fait que dans les deux cas, là, c'est 2 définitions différentes, mais il y a des procédures visant à protéger les êtres humains ou les animaux. Puis l'autre, c'est des mesures qui visent à prévenir l'introduction ou la propagation. Fait que pour moi, c'est important. Donc, puis être humain et animaux, donc on parle à chaque fois de la dualité, c'est vraiment le concept d'une seule santé là, qui est là-dedans. Puis c'est des procédures. Fait dans la définition qui est importante pour moi, il y a le fait que ce soit des procédures, donc des choses qu'on fait concrètement ou qu'on prévoit de faire concrètement. Ça affecte une seule santé, humains, animaux, puis animaux au sens large. Hein. Oui, on travaille dans les animaux de compagnie, mais ultimement,
tout est lié. Puis des choses qui vont affecter, par exemple, les bovins peuvent affecter les petits animaux, inversement, ce genre de choses. C'est que c'est des choses qu'il faut prendre en compte là-dedans. Et puis, c'est ça. Puis c'est introduction, propagation, fait que ça a toutes les étapes qu'on peut jouer sur la biosécurité. C'est pas simplement quand l'animal est malade chez nous en train de vomir quelque chose qu'on sait passer quoi. Fait que c'est ça. Fait que comment ça s'applique, à mon sens, c'est sûr que c'est ma vision de la biosécurité. Fait que, vu que c'est pas super bien défini, il n'y a pas comme une définition que tout le monde s'entend dessus exactement. Il y a des mesures de protection pour les autres animaux. Donc, une fois qu'on a un animal malade, il y a des mesures de protection du public et de l'équipe. Fait que ça, qu'on a un animal malade ou pas, qu'il peut être porteur sain. Et on a des mesures d'éducation et de prévention. Fait qu'on va commencer avec des cas. On va commencer par protéger les patients. Fait que, juste comme ça, là, le premier cas est un cas plus standard. Parce qu'il fallait bien commencer quelque part. Puis c'est souvent la vision plus simple qu'on a de la biosécurité. Fait que c'est un chat domestique, 6 mois et demi pour une stérilisation. À son examen, il y a un petit écoulement oculaire qui n'avait pas été noté avant, bien entendu, mais ça vient d'apparaître, qui vous laisse suspecter qu'il y a une infection des voies respiratoires, qu'on montant on appelait une rhino. Je ne sais pas si c'est encore le thème officiel pour les infectiologues, ou il y en a certains qui appellent ça un coryza, s'ils viennent un peu plus d'Europe, mais voilà, vous savez de quoi je parle. Sa chirurgie est prévue ce matin, forcément. Puis, vous l'avez déjà déplacé une fois, les clients sont borderline pas contents d'avoir à venir déjà aujourd'hui, fait que vous voulez pas annoncer une mauvaise nouvelle. Puis en plus, ils partent en voyage dans 2 jours et ils veulent que la chirurgie ait eu lieu. Faites quoi? C'est un carrel, by the way. Vous faites quoi avec ça? Est-ce qu'il y en a qui ont des bonnes idées? C'est une maladie infectieuse, transmissible de chat à chat. Pas de bonnes idées? Vous appelez votre boss? Vous lui dites de gérer le client? Ça arrive? Pour celui-là, normalement, non, mais ça arrive. Ça arrive. Mais ceci dit, c'est quoi qu'on fait? Et puis, dans Panda, normalement, c'est le patient, là, puis on a aussi à gérer le client, mais ce n'est pas des décisions qui sont toujours faciles à avoir. Fait qu'est-ce qu'on a? D'abord, on a un virus, on a possiblement un virus. Bon, la rhino, c'est essentiellement herpès, calicivirus, il peut y en avoir d'autres, potentiellement des bactéries aussi là-dedans. Je ne vais pas rentrer là-dedans dans le détail, parce que ça, vous avez probablement des cours assez solides sur la portion infectiologie, ce n'est pas nécessairement le point. C'est une transmission qui est indirecte. Et ça, c'est la portion sur laquelle vous avez un contrôle en tant que praticien. Fait que ça se passe par les cages, les bols, les instruments, le personnel qui sont contaminés par les sécrétions. Fait que le genre de petit chat, parce que tout le monde le trouve cute, il a des petites sécrétions, c'est pas grave, on les essuie avec l'œil, avec le pouce, on s'essuie sur un scrub, puis on va faire un câlin à l'autre patient. C'est comme ça que ça peut se transmettre d'un animal à l'autre. On peut aussi, par aérosol, c'est beaucoup moins probable dans le sens que les macro-gouttelettes sont expulsés seulement avec l'éternuement ou la toux, puis c'est 1 à 2 mètres, puis il faut qu'ils soient un peu plus face à face. Fait que quand ils sont dans une cage, c'est moins pire, mais techniquement, c'est possible. Et on peut avoir des sécrétions virales sans symptômes, ce qui est quand même important. C'est dans le sens que des chats avec un herpès qui sécrètent peuvent être dans votre hôpital sans que vous le sachiez. Et puis, point important que je note ici, c'est que les désinfectants, on recommande soit peroxyde d'hydrogène, soit eau de javel diluée pour que ce soit efficace. Certains des virus sont résistants à l'ammonium quaternaire, fait que ça peut affecter vos protocoles de stérilisation, mais normalement, c'est quand même un virus qui est fréquent, donc tout votre processus de stérilisation dans la chatterie devrait être quand même au point pour ça, normalement. Ça dépend des hôpitaux. Je peux vous dire par expérience qu'il y en a qui ont des protocoles qui sont réfléchis, puis il y en a qui n'y ont jamais vraiment pensé jusqu'au moment où ils ont une crise sanitaire. Fait que normalement, on essaie de le prévoir à l'avance. Fait qu'est-ce qu'on fait avec lui? Fait que normalement, on devrait le considérer comme contagieux, mais je sais qu'on n'a pas une identification de ce que c'est, mais il est très probablement avec une infection avec virus/bactérie. Fait qu'on devrait le considérer comme contagieux. Ça, c'est notre première étape. Fait qu'on l'isole. La question, c'est comment on l'isole dans un hôpital vétérinaire. Normalement, on est censé avoir, grande majorité, ont une salle de contagieux, là, ce qu'on appelle les contagieux, tout simplement. On me souffle que la dénomination propre est unité d'isolement, mais elles sont rarement très fonctionnelles, elles sont rarement très bien placées dans l'hôpital, elles sont à un endroit où on est loin des yeux, loin du cœur. Il n'y a souvent pas beaucoup de matériel, et le matériel qui est là est le matériel défectueux de l'hôpital qu'on a droppé ici. Fait que c'est pas toujours efficace, c'est vrai. Fait que
est-ce qu'on le met automatiquement dans l'isolement? Il y a des hôpitaux qui n'ont pas d'unité d'isolement non plus. Qu'est-ce qu'on fait avec ce patient-là, de ce point de vue-là? Puis bon, on peut commencer les procédures de désinfection, s'assurer au moins que tout ce qu'il touche va être désinfecté après et qu'on ne transmet pas d'un patient à l'autre. Puis idéalement, repousser la procédure élective. Si vous pouvez l'isoler dans un contexte qui est parfait, faites-le, mais il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui sont dans ce contexte-là. La grande majorité des hôpitaux sur un patient qui a une rhino, il va être isolé dans le sens qu'il est identifié, il est dans son propre coin, même s'il expulse à 2 mètres autour de lui, il n'y a rien qui est autour de ça, puis on ne s'approche pas de lui, on essaye quand on le manipule, on met des gants, on a un sarrau, on essaye de rien mettre en contact qui va être en contact avec quelqu'un d'autre, on met des gestes barrières, mais qu'on applique et qu'on devrait appliquer à tous les chats parce qu'ils pourraient le sécréter anyway, même sans signe clinique. Puis ça, on devrait le faire. Je ne peux pas vous dire que c'est 100% fait, parce que quand vous avez un petit chaton qui est cute, tout le monde y touche. Puis probablement qu'on ne devrait pas le faire, mais tout le monde le fait. C'est ça. Pour lui, on devrait repousser la procédure, mais voilà. On devrait repousser la procédure parce qu'elle est élective. Maintenant, on a un client à gérer. Et ça, c'est la difficulté. Parce que d'un point de vue médical, on peut l'anesthésier, ce patient-là. Il a juste un écoulement oculaire. Ce n'est pas la fin du monde. Ça ne va pas affecter son anesthésie du tout. Pas de façon significative. Par contre, est-ce que dans 2-3 jours, il va être pire? Possiblement. Est-ce que c'est bien pour lui de l'anesthésie maintenant? Non, parce que sa maladie pourrait devenir pire, parce qu'on ne sait pas comment il va être, parce que potentiellement, il présente un risque pour les autres patients. Donc, idéalement, on devrait le faire. On a un client qui n'est pas content au bout du téléphone. Puis ça, c'est une question de comment on gère un client. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire c'est quoi la meilleure solution, parce que ça dépend vraiment de votre relation de confiance avec votre client, etc. Je vous dis qu'idéalement, on la repousse. Maintenant, je sais qu'il y a des moments où on n'a pas le choix de ne pas obéir au plan A, puis on fait le plan B, le plan C, le plan D. Puis c'est correct à un certain moment d'avoir une gamme d'éventails où on les fait. Ça pourrait être le dernier patient de la journée, puis on fait une fermeture de la salle, on s'assure d'avoir un protocole de stérilisation qui est derrière, qui est bien fait sur tout ce qui a été touché et contaminé. Puis souvent, des chats suspicieux de rhino, où on sait qu'ils ont une rhino dans leur vie, on les fait en fin de journée, puis après ça, on clear la salle. Ça peut se faire comme ça aussi, mais il faut avoir cette conversation avec au téléphone ou en direct avec le client qui explique que ce n'est pas le meilleur plan pour Fluffy. Puis je comprends qu'il peut être frustré, qu'on l'a déjà déplacé, etc. Mais ultimement, il est malade, c'est pas notre faute là. C'est ça. Maintenant, si la procédure est urgente, c'est pas une stérilisation qu'il a besoin, mais il est encore étranger. Il a mangé un bouchon d'oreille au hasard. Les méchants bouchons d'oreille. On est obligé de l'opérer, right? On n'a pas le choix. Là, c'est là où on est obligé de faire nos procédures de désinfection et s'assurer qu'on ne se contamine pas et on ne contamine pas l'environnement au minimum possible et qu'on désinfecte tout derrière nous et qu'on limite le nombre de gens qui sont associés, qui touchent le patient. Ça aussi, c'est important. Limiter le nombre de gens, le nombre de potentielles choses qui touchent à ce patient-là. Parce que ce n'est pas l'anesthésie, le problème, c'est pas le corps. C'est pas pour la maladie infectieuse, le corps étranger, et l'anesthésie ne sont pas nécessairement une problématique en tant que telle, mais on ne veut pas que ça se développe et que ça atteigne d'autres patients. Si une clinique adresse le lendemain, parce que ça arrive aussi. Faites la chirurgie, on va dire que c'est une dentisterie parce que vous le gardez la nuit, right? Puis le lendemain, c'est-tu votre faute? C'est-tu arrivé chez vous? Ou alors, c'est le stress qui l'a fait relâcher? Est-ce qu'il était contagieux avant? Il était potentiellement contagieux avant. Première chose, il peut avoir excrété sans les signes cliniques. Oui, il pourrait. Qu'est-ce que vous dites au propriétaire? Oups, on a un problème. Il a attrapé une rhino chez nous. On ne dit pas ça. On ne dit pas ça, right? Mais il faut avoir la discussion avec le propriétaire que oui, il a une rhino maintenant, qu'il l'avait probablement avant, parce qu'en fait, c'est plusieurs jours quand même d'incubation. Est-ce que c'est l'anesthésie et le stress chirurgical qui l'a déclenché? Ça aide pas définitivement, que ce soit une résurgence ou une nouvelle infection. Et qu'il va falloir le suivre, puis on pour mettre en place les plans de traitement appropriés sur une rhino, mais ça, je n'irai pas dans le détail parce que vous les avez. Mais c'est ça. Mais ça apprend d'être ouvert et d'avoir une bonne communication avec le propriétaire là-dessus. Puis oui, il était frustré, mais au moins la chirurgie a eu lieu, fait que c'est moins pire maintenant. Et le dernier. Et si ces cliniques apparaissent quelques jours plus tard et le client se plaint,
à l'ordre et à votre assurance responsabilité professionnelle, puisqu'il demande le remboursement de la procédure, que vous lui avez donné la rhino. Parce qu'on est quelques jours plus tard, ça se peut, techniquement, il pourrait avoir attrapé la rhino chez vous. Comment on gère ça? Comment on prouve à l'ordre ou à notre assurance responsabilité professionnelle qu'on a fait due diligence, qu'on a fait ce qu'on avait besoin de faire pour prévenir les infections au rhino de nos patients dans notre hôpital? Ça aussi, c'est ça les procédures et les mesures de biosécurité. C'est s'assurer qu'on a quelque chose qui décrit dans notre hôpital, qui décrit comment on désinfecte, qui décrit comment on travaille pour pouvoir dire comme ben, c'est comme ça qu'on travaille. Fait qu'il y a personne, il y a pas personne, mais on a fait notre possible pour limiter les expositions entre chats, puis les contacts. On se lave les mains entre les patients. Ils ne mangent pas tous dans le même bol. On désinfecte les bols, on désinfecte les salles de chirurgie. On nettoie entre deux patients. La table de radio est nettoyée entre deux patients, etc. Fait que d'avoir ces protocoles de désinfection, c'est pénible à écrire. Sérieusement, c'est vraiment lourd. Mais ça vous protège quand il y a des blâmes. Puis un patient qui est malade 5-6 jours plus tard d'une chirurgie, c'est facile d'aller blâmer le vétérinaire. All right? Puis de plus en plus, on a des clients qui commencent à avoir ce processus-là. Grande majorité du temps, une bonne communication, une bonne relation de confiance, puis c'est réglé. Mais une fois de temps en temps, vous allez pogner un client qui va être un petit peu plus dur. Si vous êtes préparé, ça se fait super bien, il n'y a pas de stress à avoir. Je vais être honnête, généralement, l'ordre et l'assurance responsabilité professionnelle font un bon travail. Puis c'est pas qu'ils sont de notre bord d'un point de vue négatif, mais si on leur montre les bonnes choses, ils vont faire comme, c'est pas de votre faute, docteur, merci, au revoir. Et c'est comme ça que ça se règle. Ils ne sont pas là pour nous blâmer. Ça fait du sens pour Fluffy? Les autres exemples de protection des patients, tous nos protocoles de vaccination, bien entendu, font partie de la protection des patients, antiparasitaires aussi, tous ces protocoles vraiment préventifs. Autre point, puis ça, c'est un point sur lequel je n'ai pas de réponse, là, right? Puis c'est ça, là, il y a des fois, on est dans les zones grises. Est-ce qu'on devrait hospitaliser des patients non vaccinés? Est-ce que c'est correct, pas correct? Est-ce qu'on met des patients à risque? Est-ce qu'on met les patients non vaccinés à risque ou les patients vaccinés à risque? Est-ce qu'on met les patients immunocomprimés qui sont dans notre hôpital parce que on a des patients qui ont de la chimio, on a des patients qui sont au ICU, aux soins intensifs, qui sont complètement, eux, qui n'ont plus un seul système de défense. Nos patients sous anesthésie, ils sont immunosupprimés. Est-ce que tous ces patients-là, on les met à risque parce qu'on rentre un patient qui est non vacciné? Est-ce qu'il y a un risque là-dessus? Puis, je vais être honnête, c'est une zone grise, on n'a pas de bonne réponse. Puis, c'est une question de risque. Qu'est-ce que vous êtes prêt à accepter comme vétérinaire comme risque? Et chaque hôpital est un petit peu différent de ce point de vue-là. Ça peut être bien géré, ça peut être qu'ils sont bien identifiés, puis ça peut être bien fait. On peut faire une bonne médecine avec des patients non vaccinés dans l'hôpital, c'est quand même correct. C'est ça. Antiparasitaire, donc c'est un peu le même principe, puis on va reparler des antiparasitaires dans pas long. Toute la gestion des maladies contagieuses, donc que vous ayez un parvo, par exemple, dans votre hôpital, c'est le même principe rendu là. Je voulais parler peut-être un petit peu de l'introduction des patients qui viennent de l'extérieur, les maladies exotiques. On commence à en avoir beaucoup de voyagements de patients qui viennent ici et là. Je ne sais pas ce que vous avez vu, notamment pour peut-être plus les profs, là, mais pour les étudiants, vous allez en voir des patients qui viennent des États-Unis, ça arrive très fréquemment, mais on a pas mal de patients d'Asie qui viennent avec leur exporté, Dash importé, on a toutes sortes de choses. Puis il y a des fois, il y a des maladies qui traînent avec eux, puis on ne sait pas c'est quoi rendu sur le moment. C'est une maladie exotique, mais c'est ça. Fait que ça vaut le coup d'être ouvert, puis parfois de penser, puis d'avoir ces gestes, je pense, d'avoir ces gestes barrières qui sont toujours en place, parce que vous ne savez pas ce qu'est le prochain patient. Il peut avoir une maladie que vous n'avez jamais entendu parler parce qu'il vient d'un pays lointain et que c'est ça. Pour vous donner un exemple de procédure, quand je suis parti en Australie, l'Australie est exempte de rage. Et la procédure est vraiment lourde pour rentrer un animal parce qu'ils ne veulent pas qu'il y ait de rage. Fait qu'il faut avoir prouvé qu'il y a un taux d'anticorps qui est suffisant. Vacciné, déjà, première chose, vacciné, avec un taux d'anticorps suffisant. Et que quand tu arrives sur place, tu as une dizaine de jours de quarantaine. Dans une quarantaine, pas la quarantaine chez vous, là, quarantaine réelle. C'est lourd émotionnellement, c'est un stress et c'est quand même assez dur à faire, mais ça se fait. C'est une procédure de biosécurité. Le retour, ça se fait beaucoup mieux. Vous venez d'où? Australie, c'est bon passé. Est-ce que j'aurais pu rentrer avec une maladie quelconque? Possiblement, mais tu rentres beaucoup plus simplement dans l'autre sens. En tout cas, fait que c'est ça. Maintenant, on va passer à protéger les humains.
Fait que, y a-tu des gens qui travaillent en parasito pas mal, mais je pense qu'il y a des gens qui vont l'avoir entendu anyway, mais fait que c'est un cas fictif pour le coup, mais vous recevez une résultat de coprologie annuelle de Maya, qui est un Jack Russell de 7 ans. C'est un chien chasseur, il cherche les souris, les petits rodents. Il y a des œufs de Echinococcus multilocularis qui ont été trouvés dans ces selles. Parmi les étudiants, ou même les profs, parmi tout le monde, est-ce que vous avez entendu parler du Echinococcus multilocularis? Personne? Personne? Ah, si, quand même, une main. Ouh! Deux mains, parce que je vois une tête qui hoche, genre, oh non, il y en a juste un, c'est ce que je pensais, ou vraiment j'en ai entendu parler? Isabelle? T'en as entendu parler. Bon, on est deux, trois, bah, avec moi si je me compte, là, mais c'est ça. Echinococcus multilocularis. Je suis content en fait d'avoir cette réponse-là, dans le sens que c'est un nouveau parasite. C'est ça. C'est un Echinococcus, donc ça c'est la même chose que les autres, fait que je vais peut-être pas vous rentrer dans le détail, dans le sens que c'est, désolé pour ceux qui ont un intérêt en parasitologie, pas super palpitant, mais il y a un point qui est intéressant, c'est là, humain. Fait qu'on fait partie, nous, humains, les primates humains, des hôtes accidentels. Et c'est là où le bas blesse, parce que le reste du cycle, bon, les hôtes intermédiaires peuvent en mourir, bon, ça c'est une chose. Les hôtes définitifs, les chiens, eux, généralement, c'est sans symptômes. Généralement, il y a un cas d'Echinococcus où il y a eu des symptômes chez le chien, mais anyway, c'est assez rare que ça en fait un case report dans un journal. Mais les humains, c'est un hôte accidentel. Alright? Puis c'est un hôte accidentel qui est assez dommageable. Fait que c'est un parasite émergent au Québec. C'est pour ça que j'en parle. Il y a un cas récent humain au Québec d'un enfant qui a une échinococcose alvéolaire, donc de multilocularis, qui a été détecté qui a été rapporté en 2018. C'est un enfant qui vient du Québec, n'est pas sorti du Québec, il n'y a pas de sortie du Québec autour de lui. Donc c'est un cas vraiment local. C'est pas comme parfois on a des maladies externes, les gens ont voyagé, ils reviennent. Il aurait été en Europe, ça n'aurait pas été la même game, par exemple. Mais en 2022, il y a une étude de la FMV qui montre la présence de Echinococcus multilocularis chez les canidés sauvages, donc pour faire simple, coyotes et renards. En nombre quand même assez important sur l'ensemble du territoire. Je pense que dans le territoire où il n'y en avait pas, il y avait la région de Montréal, l'île de Montréal en tant que telle, mais sinon quand même à grandeur du territoire, sauf dans les zones pas testées, bien entendu, mais bon, ça c'est... Voilà. Et l'incubation chez l'homme est de 5 à 15 ans. C'est long, 5 à 15 ans. Fait que la personne de 2018 a été infectée en 2013 ou avant. Et puis, si en 2022, on commence à en trouver chez les canidés sauvages, on n'en a pas encore trouvé, à ma connaissance, mais peut-être que je me trompe, s'il y a des gens qui ont des données plus récentes, merci. On n'en a pas encore trouvé dans les animaux domestiques, mais c'est une question de temps et on en a trouvé en Ontario. Ça va arriver. Ça, c'est quelque chose qui va arriver chez nous, à un moment ou à un autre. Dans les prochaines mois, années, c'est sûr qu'on va en avoir dans les animaux domestiques. Et quand on commence à en avoir dans les animaux domestiques, on commence à mettre l'humain en danger. Puis 5 à 15 ans, c'est pas maintenant qu'on la verra, la crise, là. On va en avoir des enfants, des adultes. En fait, ce sera souvent des jeunes adultes, parce que 5 à 15 ans, un enfant qui a 3 ans qui se contamine, il pourrait avoir 18 ans quand les signes cliniques apparaissent. Puis au début, ils vont apparaître, mais on ne va pas les reconnaître. Et les signes chez l'humain, ça fait des croissances un peu tumorales, notamment dans le foie, mais ça peut se développer un petit peu partout, en fait, qui sont quasiment impossible à enlever. Et c'est ça qui tue. Et donc, c'est une maladie avec un très fort taux de létalité. Fait que c'est quand même dangereux. Pas pour nos patients à nous, mais pour nos clients et notre staff, oui. Et donc, c'est ça, le risque est principalement zoonotique. Il y a un traitement pour nos patients, c'est pour les chiens, qu'on peut les traiter avec du praziquantel. Il y a plein de produits qui en ont du praziquantel, c'est pas une molécule rare non plus, là, donc c'est quelque chose qu'on peut faire. Et c'est ça, il y a des gestes barrières qu'on peut faire, donc éviter la contamination féco-orale, autrement dit, mangez pas de caca. Faites-vous pas lécher la face par votre chien qui vient de se lécher les fesses. Et puis, lavez-vous les mains avant de manger, lavez-vous les mains avant d'aller à la salle de bain, etc. Donc, vraiment, les gestes de base. Il y a des contaminations, on sait, la gastro se répand partout. Déjà, la gastro, c'est un cycle féco-oral aussi. Donc, bon, on sait qu'on ne les établit pas toujours très bien en tant qu'humains,
mais je pense que c'est important toujours de les répéter, et surtout s'il y a des facteurs de risque chez nos animaux. Donc, un chien qui chasse des petits rodents, rongeurs, c'est quelque chose qui est important à prendre en compte. Faire des coprologies régulières de nos chiens et nos chats. Ben, dans ce cas-là, surtout les chiens. Les chats sont très rarement affectés, mais surtout nos chiens. Notamment s'il y a des facteurs de risque. C'est un chien qui chasse, c'est un chien qui va dehors. On devrait faire, alors, je dirais au moins une par an, mais probablement beaucoup plus que ça. À date, ma compréhension, puis peut-être que vous allez me dire l'inverse, peut-être j'ai tort là, mais il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui recommandent au moins une copro par an par animal en santé. Et ça, c'est parce que souvent on fait les antiparasitaires, puis on se dit, ouais, mais on a donné les antiparasitaires, ils sont efficaces, right? Est-ce que vous êtes sûr que le client les a bien donnés? Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a pas de quelque chose qui s'est passé, résistance, problème de l'eau? Il y a tellement d'autres choses qui peuvent arriver. Puis est-ce que vous êtes sûr que vous voulez vraiment louper un Echinococcus multilocularis qui tuerait votre client dans 15 ans? Dans 15 ans, vous êtes peut-être plus optique, mais whatever quand même. C'est quelque chose qu'il faut penser. C'est aussi une bonne occasion de revoir les pratiques de manipulation des échantillons dans votre hôpital. Assurez-vous que les gens portent des gants, qu'ils le fassent proprement, qu'ils nettoient derrière eux. C'est bête là, mais souvent on fait ça rapidement sur un bout de comptoir. Puis si on est occupé, qu'on s'est demandé pour une prise de sang, boum, boum, j'enlève les gants, je vais aider à la prise de sang. Ton échantillon de sel est toujours sur le bord du comptoir. Fait que c'est des choses qu'il faut prendre en compte, qu'il faut bien faire. C'est pas anodin. Il y a des choses qui peuvent être vraiment dangereuses pour l'humain. Je veux pas forcément dire dès que vous avez touché une crotte, ça va vous tuer là, mais ça reste qu'on devrait faire une bonne pratique puis s'assurer qu'on fait bien les choses. Renforcer les mesures de précaution, donc avec nos patients, coprologie régulière puis antiparasitaire adaptés aux facteurs de risque, parce que le praziquantel puis en fait le fenbendazole aussi là, c'est pas des molécules qu'on donne à tous les patients sur une base régulière dans les protocoles antiparasitaires. Et donc, c'est là où notre responsabilité en tant que vétérinaire, c'est de bien discuter avec le propriétaire, connaître les facteurs de risque. C'est un chien qui chasse, considérez-le qui chasse. Je considérais qu'il mange des rongeurs, même si vous ne l'avez jamais vu avec un rat dans la bouche. C'est pas grave. Il en mange jusqu'à preuve du contraire. C'est mieux d'être safe que dans l'autre sens. C'est un chien d'appartement qui, la seule chose de dangereux qu'il voit, c'est le pipi-pad sur lequel il fait pipi. C'est correct. Il ne sera probablement jamais exposé à un rat. Et encore, j'ai déjà vu une souris dans un appartement au 3e étage. Fait que, who knows, right? Il reste quand même, si c'est un chihuahua, il aura peur de la souris. C'est ça. Il reste que ce patient devrait quand même avoir une coprologie régulièrement, mais c'est un autre point. Fait que c'était ça pour Echinococcus. Est-ce qu'il y avait des questions à propos d'Echinococcus? Parce qu'il n'y en a quand même pas beaucoup qui le connaissaient. C'est ça. Non? Les autres exemples, infection avec bactéries multirésistantes, on en a de plus en plus, malheureusement. Fait que, est-ce que le risque est majeur pour l'humain? Ça dépend de la bactérie. Généralement, il n'est pas énorme. Je pense qu'il y en a au premier rang, je ne sais pas combien il y en a là, mais qui envoient des bactéries multirésistantes régulièrement dans des otites, j'imagine. Puis ça reste qu'on doit faire attention quand même. On ne va pas essayer de prendre l'échantillon puis le mettre dans une autre oreille ou se gratter avec. Fait qu'il faut quand même faire attention. Mais ce n'est pas une aussi grosse barrière. On en a souvent peur des bactéries multirésistantes. Il faut faire attention, il ne faut pas le spreader, puis il faut désinfecter derrière, etc. Mais le risque est généralement faible. La question qu'on pourrait avoir, puis je l'ai eu en fait d'un client, c'est mon enfant est immunosupprimé, il reste à la maison. Est-ce que vous pouvez donner de la vancomycine à mon chien parce qu'il a une bactérie potentiellement résistante? Là, tu es comme, ça c'est délicat. Est-ce que je lui donne une grosse artillerie lourde alors que c'est vraiment préventif, le chien n'avait pas de symptômes en plus? C'est ça. Je ne l'ai pas adressé exprès, mais c'est des discussions que vous pouvez avoir en tant que vétérinaire autour des bactéries multirésistantes. Je veux protéger mon enfant qui est immunosupprimé, qui est l'amour de ma vie. Est-ce qu'on peut donner quelque chose à mon chien qui a une potentielle bactérie résistante, même pas multi, là, mais juste résistante? Difficile, mais ça arrive. Puis, qu'est-ce que vous faites? C'est ça ou l'euthanasie. Puis là, c'est votre cœur de vétérinaire qui saigne. Mais c'est ça. Mais notre réflexe en tant que vétérinaire, c'est de traiter. Est-ce que c'est bon pour le patient? Est-ce que c'est bon pour la population? C'est autre chose. Covid est un bel exemple de protection des humains, j'en ai parlé tantôt, je ne vais pas retourner là-dedans. Notre comportement quand on est malade, combien de vétérinaires dans la salle sont allés au travail malades?
Encore, les autres qui lèvent pas la main, là, je sais que vous mentez, vous êtes tous allés au travail malade. All right? On l'a tous fait. Puis à un moment, c'était comme l'heure de gloire. Il fallait qu'on aille, si t'étais pas au travail malade ou sans avoir dormi, c'était comme mauvais vétérinaire. Mais c'est vrai, on devrait pas être malade. On est un foyer inflammé, on est un foyer infectieux, on va transmettre ça à notre staff. Mais on a peur de la conséquence de ne pas aller au travail sur nos patients, sur nos clients, sur notre staff, puis c'est correct. Mais il faut parfois qu'on le prenne en compte. Toxoplasmose chez le chat, c'est un autre exemple, etc. En tout cas, toutes les maladies potentiellement zoonotiques finalement. Éducation. On va continuer dans les maladies émergentes. Fait que vous avez le titre là, mais vous recevez en consultation un client pour des rappels de vaccins. Il est en retard, ça fait 2 mois qu'il ne les a pas fait, mais il s'excuse. Son bébé, son bébé, c'est un jeune enfant de 3 ans, mais quand même, a été malade à cette période-là. Il était hospitalisé, il a été infecté par une salmonella qui était ultra résistante. Ils ont eu plusieurs runs de traitement. Ça a été très difficile à traiter. Ils ont été tout le temps à l'hôpital. Donc, il n'a pas pu venir au rendez-vous. Il s'excuse, vraiment, platement. Et puis, c'est ça. Notez l'utilisation de plusieurs antibiotiques de plus en plus fort. C'est vraiment ce que le client vous dit, mais c'est ça. Derrière, il vous demande de tester son chien parce que cette bactérie que vous connaissez peut-être pas, docteur, la salmonella, pourrait se retrouver dans la nourriture des animaux et puis vous voulez savoir s'il faut qu'il change la façon dont il nourrit son chien. Est-ce que vous avez entendu parler de l'épidémie, le outbreak de salmonella au Québec en 2023? Good, parfait. Fait que c'est quand même quelque chose de récent. Est-ce qu'on en a dans les hôpitaux, etc.? Ben, peut-être. Il y a eu des hôpitaux au Québec qui en ont eu, là, c'est sûr, des clients qui ont été affectés. Ben, qu'on a eu sûr. A priori, parce qu'il y a quand même 21 cas total au Québec. Et il y a un lien avec les animaux, donc a priori, il y a eu des vétérinaires qui ont été dans ce lot-là. Fait que c'est une épidémie en cours de 2020, donc c'est pas si récent que ça. C'est une salmonella qui est dite ultra résistante là-dedans. Il y a 40 cas confirmés, 21 au Québec, donc ça nous affecte réellement nous. C'est pour ça que c'est pas une épidémie d'ailleurs, ça. Les 13 personnes qui ont été hospitalisées dans ces 21 cas, il n'y a aucun décès. Il y a 43 cas qui sont des enfants de 5 ans. 43% des cas qui sont des enfants de 5 ans ou moins, donc des jeunes enfants. C'est quand même... c'est ça. Puis les sources probables, d'après le rapport de Santé Canada, c'est les aliments crus préparés pour les animaux de compagnie. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. C'est à cause de ça. Aliments crus préparés. Et puis les contacts avec les bovins, à prendre ou à laisser, en particulier avec des veaux. Ça, c'est les 2 sources probables. Ce n'est pas des sources définitives, donc c'est des suppositions, mais ça génère des discussions. Puis les gens qui ont eu des gens malades autour d'eux pourraient vous poser la question, ou vous allez peut-être potentiellement aussi utiliser ça comme argument contre la nourriture crue pour les chiens et les chats. Fait que, qu'est-ce qu'on conseille? On peut le tester là, mais sérieusement, ce n'est pas l'enjeu, parce que c'est contrôler la contamination. Fait que je pense que c'est important de discuter la discussion avec alimentation crue avec ce client-là. Puis s'il l'est, puisqu'il est probablement son cas dans ce cas-là, il faut identifier il faut avoir cette discussion-là. Il y a beaucoup de chiens, je pense de mémoire c'est 43%, mais j'ai la data derrière, qui, quand ils ont nourri avec de l'alimentation crue, excrètent des salmonelles. Pas nécessairement celle-là, right, mais des salmonelles. 43%, c'est gigantesque quand même. Il faut discuter aussi des facteurs de risque. Ils ont un jeune enfant, c'est un facteur de risque, c'est un enfant. Fait que ce que j'appelle les YOPI, je ne sais pas si ça se dit encore maintenant, mais les jeunes, young, les vieux, old, définition de vieux est à débattre, pregnant, donc les femmes enceintes, et les immunosupprimés, ou immunocompromis, je devrais dire. Fait qu'il y a quand même beaucoup de gens. Puis c'est toujours une bonne discussion à avoir avec les clients. Puis c'est la façon de discuter, puis ça me permet de connaître un petit peu plus, de savoir qu'est-ce que vous faites. Ah, vous avez des enfants. Hey, votre mère est à la maison. Ah oui, depuis qu'elle était hospitalisée, puis qu'elle a une fracture, puis qu'elle a une chirurgie pour une chirurgie orthopédique pour ses hanches. OK, hein, c'est bon à savoir. Puis puis il y a votre cousin qui est aussi qui est sur immunosuppresseur, qui a une greffe de grain. OK, d'accord, c'est bon. C'est parce qu'il y a des choses comme ça qu'on apprend, puis qu'ils ne disent pas. Et il y a un petit peu c'est là où il faut bâtir la confiance, puis connaître un peu les gens. Mais il y a des discussions comme ça, ou même pour des cas comme ça,
Si vous avez un membre de votre staff qui a une greffe, par exemple, et qui est sur immunosuppresseur à vie, il a le droit de ne pas nous le dire, mais c'est intéressant de le savoir quand on est exposé à des facteurs de risque. Fait qu'alimentation crue, donc salmonelle, entre autres, retrouvée dans l'alimentation crue. J'y mets entre autres parce qu'en fait, il y a toute une panoplie de bactéries, mais ce n'est pas le point. 44% des chiens, 44, pas 43, avec alimentation excrète des salmonelles, elle ne devrait pas être nourrie aux chiens, l'alimentation crue. Je le dis, pourquoi? Parce que c'est la recommandation de Santé Canada. Ce n'est pas la mienne, ce n'est pas ma position, mais c'est la recommandation de Santé Canada. C'est ce que si je dirais en tant que vétérinaire. Après, vous pouvez dire ce que vous voulez en tant que vétérinaire, mais je ne pense pas que ce soit une bonne alimentation à donner telle quelle à un chien en tant que tel. Malheureusement, c'est une discussion parfois très difficile avec les propriétaires. Et c'est là où on est dans la zone grise. Parce que l'alimentation crue est liée à énormément de bénéfices théoriques dans la tête des gens sur Internet ou par un prêcheur de viande crue du coin. Ou des éleveurs parfois. C'est là où on se bat contre des choses qui sont difficiles, puis identifier les facteurs de risque est quand même assez important. Puis parce que notre focus, idéalement, ce serait qu'il la nourrisse pas, mais si on peut au moins empêcher qu'il la nourrisse quand il y a des facteurs de risque autour, là, c'est déjà ça de gagner. Pour ceux qui ne veulent vraiment pas, on peut essayer de diminuer. Il y a des ressources pour ça, je n'ai pas mis toute l'information, mais il y a énormément de ressources sur qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter la contamination. Si vous voulez vraiment donner de la viande crue à votre chien, il y a des ressources, on peut désinfecter les bols, on peut s'assurer de les règles de base, là, donc on se lave les mains avant, après, tout ce qui est instrument qui touche la viande ne touche pas rien d'autre. Désinfecter les bols, puis il y a tout un tas de choses qu'on peut faire. S'assurer que les enfants ne se mettent pas la face dans le bol. J'imagine que ce n'est pas juste les enfants. Je pense qu'une personne âgée ne devrait pas le faire, mais a priori, ils ne le font pas. Mais bon, c'est ça. Fait que c'est vraiment des discussions qui ne sont pas faciles, parce qu'il y a des gens qui ne vous croiront pas si vous abordez ce sujet-là. Et dans ce cas-là, ça ne sert à rien d'essayer de s'obstiner avec eux, de dire non, arrêtez ça, ils ne le feront pas, vous allez perdre votre relation de confiance et que vous pouvez essayer de contrôler les plus gros facteurs de risque en leur expliquant qu'il y a quand même un risque. On ne l'élimine pas. Mais ils peuvent continuer à faire ça si jamais c'est ça où vous croient plus du tout. Ça fait du sens pour la salmonella? Ouais. Les autres exemples d'utilisation, ça c'est une fiche d'éducation, excusez-moi. C'est une fiche qu'on a développée à un des hôpitaux, puis c'est eux qui l'ont développée spontanément. Puis j'ai trouvé ça super intéressant la façon dont ils l'ont fait. Je voulais la partager. C'est vraiment un outil d'éducation clientèle sur l'utilisation raisonnée des antibiotiques, ce qui a un lien parfois lointain avec la prévention des infections multirésistantes. Puis c'est un bel outil d'enseignement pour nos clients, mais aussi pour notre staff. Ce que je voulais vraiment montrer, c'est la deuxième ligne. Là. Bonne nouvelle, votre animal n'a pas besoin d'antibiotiques aujourd'hui. Ça, là, pour moi, ça, c'est magique. Parce que c'est une discussion qui est positive avec le client. On n'aime pas sur ça va vous coûter 150 pièces pour la consultation. C'est vraiment, hey, c'est vraiment une bonne nouvelle, ce que vous me décrivez, puisque j'ai vu aujourd'hui, c'est-à-dire que vous repartez sans antibiotiques. Donc, dans la tête du client, moins de frais, c'est toujours positif, mais c'est impressionnant comme les gens réagissent bien à ça. C'est juste cette petite phrase-là, puis de lui dire, bon, après, dans tout le reste du document, et je le marque, mais ce n'est pas nécessairement ça qui est intéressant, mais c'est les différents types. C'est essentiellement, ça a commencé autour de la diarrhée, mais c'est vrai d'autres choses, tout inflammation, congestion nasale, vomisson. Je suis sûr que vous avez dans chacun de vos spécialités des exemples de cas où on ne devrait pas utiliser des antibiotiques, mais on le fait pareil. Et c'est ça. Et on le fait parce que l'habitude, parce qu'on le faisait avant, ça marchait bien, parce qu'on n'ose pas. La diarrhée, par exemple, souvent, on n'ose pas ne pas en donner. Puis, si on n'en donne pas, en fait, on a un retour qui est à une fonction normale qui se fait aussi rapidement, parfois même plus rapidement. Là, mais, et c'est ça, fait qu'on crée moins de problèmes. Le plus gros si vous regardez, la portion diarrhée est vraiment bien étudiée. Là. Il y a beaucoup de choses sur l'utilisation du métronidazole qu'on ne devrait pas utiliser en première ligne sur beaucoup de diarrhées, même des diarrhées hémorragiques. Là. Fait que c'est ça. 3 minutes, parfait. Excellent. Mais en fait, c'est parfait parce que ma dernière slide, c'est celle-là. Fait que c'est quoi nos ressources? Pour tout ce qui est protocole, tout ce qui est vraiment médical, c'est quelque chose d'assez bien défini parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours. Fait que tout ça, vous l'avez l'information. Fait que c'est les collègues, c'est les livres de référence, les articles scientifiques, les revues, les méta-analyses, etc. Ça, c'est dans un ordre quand même de force.
les collègues ça reste de l'opinion. Livre de référence, c'est de l'opinion organisée. L'article scientifique, normalement, c'est relu par les pairs, donc c'est un petit peu mieux. Puis les revues méta-analyses, généralement, c'est un petit peu plus solide. Il y a toujours des biais d'opinion là-dedans, mais c'est ça. Diversifier. Ma recommandation, diversifier aux sources. C'est ça, c'est le plus important là-dedans. Les notes de cours sont souvent pas une bonne source d'information. Désolé pour les professeurs d'ici, parce que souvent elles sont pas à jour quand vous êtes praticien, première chose. Puis elles sont faites pour des étudiants, elles sont pas faites pour des médecins vétérinaires en pratique. Ça, c'est un autre point. Fait que souvent on les simplifie parce qu'on veut pas mettre la complexité lourde qu'un médecin vétérinaire fait face quand on est en première, deuxième, troisième année, même quatrième. Parce que on exploserait, il y a eu trop de complexité là-dedans. Fait que ça, c'est des choses qu'on apprend après en quatrième, cinquième, quand on met tout ensemble, on apprend la complexité. Moi, s'il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça. Mais en première, deuxième, troisième, on ne le fait pas. C'est correct. Puis au courant des épidémies et autres, il y a les collègues, souvent, les congrès, on entend parler de choses, les médias sociaux. J'ai mis Worms and Germs blog qui est en anglais, mais par Scott Weiss, qui est un excellent site en termes d'infectiologie. Santé Canada, il y a des alertes. Elles sont parfois un petit peu lourdes à lire, mais c'est intéressant. Puis bon, les spécialistes là-dedans, parce que ultimement, souvent on est au courant des choses qui tournent, puis les questions se tournent vers nous. Fait qu'à un moment ou à un autre, on les récupère. Puis généralement, on essaie de les diffuser dans les congrès, etc. Je le mets. Ça, c'est pas par ordre d'importance pour le coup. C'est vraiment on récupère ce qui traîne au moment où ça arrive. C'est vraiment du réseautage. Fait que ce qui est important, c'est pas tant ce que vous savez, mais qui vous connaissez. Mais ça s'applique vraiment pour ça. Ce qui me laisse, période de questions. Right on time?